Quand on parle de Parkinson, on parle, comme je dis, de petites structures très, très profondes au niveau du cerveau qui ont le noyau gris centraux. On le voit très bien ici. En particulier, la substance noire qui est le site où les neurones dopaminergiques, c'est là où la maladie de Parkinson est liée. Donc, les neurones dopaminergiques à ce niveau, dans la substance noire, vont dégénérer un peu plus rapidement chez un patient parkinsonien versus un patient du même âge. Donc, ces neurones-là, c'est-à-dire ces neurones-là spécifiquement, vont donner un produit chimique qui s'appelle la dopamine. La dopamine est très importante pour la mobilité, entre autres, la motivation aussi. Et par conséquent, si on a un déficit en dopamine, donc si le nombre de neurones qui produisent la dopamine baisse, le niveau de dopamine baisse, et par conséquent, on commence à avoir les symptômes. Donc, si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que la maladie de Parkinson touche notre cerveau, ou bien touche notre muscle, ou bien touche notre nerf, la réponse est claire, c'est une maladie du système nerveux central. C'est vraiment là où ça se passe. C'est la substance noire qui donne la dopamine à ce niveau-là. Quand on analyse le cerveau de patients atteints avec la maladie de Parkinson, ça, on appelle ça en pathologie. On peut voir un peu les neurones. Donc, ça, c'est un cerveau, une coupe de la substance noire chez un patient normal. Vous voyez très bien ce qu'on appelle ces cellules-là, on appelle ça des cellules pigmentées. Donc, vous voyez très bien la présence de ces neurones-là à ce niveau-là. Dans un cerveau d'un patient de Parkinson, il y a beaucoup, beaucoup moins de neurones, donc on ne le voit presque pas chez un patient atteint de la maladie de Parkinson. La caractéristique principale en pathologie, pour ceux qui connaissent un peu, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des inclusions. Il y a des petites agrégations dans ces neurones-là. On appelle ça des corps de Louis. C'est le gars qui a décrit un peu ces inclusions-là. Donc, ça, c'est une cellule, ça, c'est une neurone. Ça, c'est un neurone dopaminergique avec la présence de ces agrégats-là qui sont formés, entre autres, par ce qu'on appelle l'alpha-synucléine, s'accumulent dans le cerveau des patients parkinsoniens. On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence de la maladie, mais c'est une caractéristique bien spécifique quand on analyse le cerveau de nos patients. Ce qui est important pour vous à savoir, c'est-à-dire que dans la recherche, surtout avec les patients avec Parkinson, on est capable de voir le niveau de dopamine, mais également le niveau de neurones dopaminergiques restantes dans le cerveau. Donc, en utilisant ce qu'on appelle le PET scan. PET scan, c'est une technique d'imagerie comme la résonance ou le scan du cerveau. Donc, on peut mesurer un peu la quantité de terminaisons de neurones dopaminergiques au niveau du cerveau. Vous voyez bien ici, là, ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche. Chez un cerveau normal, on a un nombre assez important de ces neurones dopaminergiques qui sont préservés au cerveau. Comme vous voyez ici, à l'image ici, c'est un patient atteint de la maladie de Parkinson. On voit que le nombre de neurones dopaminergiques sont un peu moins importants ici. Puis, chose importante aussi, avec l'évolution de la maladie, on est capable de suivre le patient, puis dire, ça c'est au stade de début, ça c'est à peu près 2 ans après, ça c'est 3 ans après, ça c'est 4 ans après. Donc vous voyez très bien qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, puis que la maladie progresse, on a de plus en plus moins de neurones qui produisent le dopamine, donc on a besoin d'être vraiment traité pour de remplacer un peu ce produit chimique-là. Ça, on appelle ça des symptômes cardinaux de la maladie de Parkinson. On a mis ici l'instabilité posturale. Au stade de début, je dirais qu'il est beaucoup moins fréquente, mais quand la maladie progresse, notre ballon est un peu moins bon, puis on peut développer ça également. Les autres signes qu'on cherche aussi à l'examen, puis qui peuvent ne pas être faciles pour vous autres de savoir initialement s'ils sont vraiment liés au Parkinson ou pas, c'est on a l'impression que notre voix est de plus en plus faible. Donc, si vous vous rappelez le pape dans la messe, à 90 ans, là, on a de la misère un peu à comprendre ou à écouter aussi. On parle aussi de l'écriture qui est un peu plus petite, donc on dit micrographie, donc on a l'impression que notre écriture devient de plus en plus petite. Notre expression faciale est un peu plus faible également, donc on parle d'un faciès figé.
Puis, de plus en plus, on parle aussi de la perte de l'odorat qui peut précéder plusieurs années avant le diagnostic de la maladie de Parkinson. Donc, on a parlé des symptômes cardinaux, mais il y a beaucoup de choses que si on ne demande pas, on ne sait pas. Donc, nos patients parkinsoniens, le moral n'est pas souvent bon. Donc, on a près de 30 à 40% de nos patients ont le moral bas. Donc, on parle de dépression. Les troubles psychiatriques, certains de nos patients vont avoir des hallucinations ou des psychoses, surtout quand la maladie progresse. Les troubles dysautonomiques, le nom est peut-être difficile pour vous autres, mais dysautonomique, ça veut dire que le patient va avoir soit de constipation, soit urgence urinaire, soit un problème sexuel, soit quand il change de position, la pression va baisser. Donc, on parle d'hypotension orthostatique. Donc, on est très étourdi. Ce sont tous des symptômes qu'on peut aussi voir, puis il faut les chercher chez nos patients. On parle de troubles cognitifs. Classiquement, on ne parle pas beaucoup de troubles cognitifs au début de la maladie, mais depuis la dernière décennie, je dirais qu'on parle de plus en plus. Donc, on dit qu'au bout de probablement de 15 ans d'évolution de la maladie, la majorité de nos patients vont aussi avoir un problème de mémoire. Probablement pas comme un Alzheimer, mais les fonctions cognitives ne sont pas aussi bonnes qu'avant. Donc, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on cherche chez nos patients. Les troubles du sommeil, c'est des troubles qui peuvent précéder des années de diagnostic de Parkinson. Donc, on parle un peu de sommeil fragmenté, ou on parle de rêves agités, ou on parle c'est-à-dire de cauchemars, mais on peut aussi avoir des patients qui vont avoir ils bougent beaucoup lors du sommeil. Ils peuvent même, surtout le conjoint ou la conjointe vont nous dire qu'ils n'arrêtent pas de me frapper avec les pieds ou n'arrêtent pas de crier. Les patients ne sont pas forcément, ils ne savent pas, là, c'est-à-dire ils peuvent, mais l'épouse ou la conjointe vont toujours nous dire qu'il y a probablement quelque chose qui se passe puis que le sommeil n'est pas aussi bon qu'on pensait. Donc, j'ai mis dans je pense que vous allez avoir accès à la présentation plus tard, mais c'est presque la même chose qu'on vient de dire. Donc, sont indiqués ici, là, en totalité, ces problèmes qu'on vient de parler. C'est quoi la cause? En 2019, on ne sait pas encore la cause, malheureusement. Donc, il y avait beaucoup de recherches qui sont faites pour voir est-ce qu'on peut prévenir la maladie de Parkinson. On parle de la neuroprotection ou beaucoup des essais cliniques, c'est-à-dire de la recherche chez les patients pour voir est-ce qu'on peut ralentir la progression ou bien guérir la maladie. Pour l'instant, on a échoué, malheureusement. La recherche continue, mais la raison principale, c'est parce qu'on ne connaît pas exactement qu'est-ce qui induit la mort des neurones. Donc, les neurones sont les cellules du cerveau, puis on a parlé des neurones dopaminergiques en particulier. Si on pose la question aux chercheurs, est-ce que vous connaissez exactement qu'est-ce qui peut induire la mort de ces neurones-là? Pour l'instant, on ne sait pas. On pense qu'il y a plusieurs mécanismes. Donc, on parle un peu de l'hypothèse génétique. Il y a certains patients qui vont avoir la forme génétique, à peu près 10%, on va revenir plus tard. Mais il y a d'autres qui vont parler d'une exposition toxique. Donc, dans les fermes à Saskatchewan, on a l'impression peut-être qu'on a un peu plus, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui produit ça. Il y a d'autres qui vont parler de l'âge, bien sûr, de trauma, par exemple, chez le boxeur, les infections, les déficits de notre système immunitaire. Tous ces facteurs-là probablement jouent un rôle dans la mort des neurones, mais on ne sait pas exactement laquelle est plus spécifique ou laquelle est plus importante pour qu'on puisse cibler ça dans les recherches. Parlons de la génétique, donc sachez qu'environ juste 10% de nos patients qui ont une histoire ou un gène ou une histoire familiale positive, donc ce n'est pas tout le monde. La majorité, presque 90% de nos patients, on dit idiopathique. Puis nos collègues français disent idiot pour le médecin, puis pathique pour nos patients, parce qu'on ne connaît pas la cause. Donc, on a effectivement fait découvrir beaucoup de gènes. Donc, il y a beaucoup de gènes. Donc, le premier, c'était le gène alpha-synucléine. C'est une équipe grecque qui, dans les années 90 qui ont fait ça. Mais par la suite, il y avait d'autres gènes. Donc, le Parkin gène, le gène, l'ERK2, surtout en Afrique du Nord, il y en a beaucoup. Le PINK1, DG1. Donc, ce sont tous des familles atteintes de maladie de Parkinson qu'on a isolé certaines mutations de certains gènes. Mais si on fait ça à tout le monde, on va probablement trouver juste moins que 10% qui vont avoir ça, mais la majorité ne l'ont pas.
Donc là, on commence à aborder un peu le chapitre de traitement. Donc ici, là, encore une fois, vous allez avoir accès à ce slide. Donc ça, c'est les médicaments disponibles qu'on a aujourd'hui. Mais de plus en plus, on a d'autres médicaments qui ne sont pas, qui vont s'ajouter là de plus en plus. Classiquement, et jusqu'à maintenant, le 2 ou la pierre angulaire, comme je dis hier, de traitement, ça reste ce qu'on appelle levodopa, carbidopa. Le nom canadien, on a un produit canadien, on appelle ça Prolopa, c'est des capsules. On ne l'utilise pas beaucoup parce que nos patients ont plus de la misère à les avaler, mais on utilise plus la forme, ce qu'on appelle le Cinemet. Sachez que c'est des médicaments qui vont toujours contenir ce qu'on appelle le levodopa. Le levodopa, c'est le précurseur immédiat de la dopamine. Donc, quand il arrive au cerveau, les neurones restantes vont le prendre, puis vont synthétiser la dopamine. Donc, le levodopa, quand il est absorbé par l'estomac, il va être métabolisé, dégradé dans le sang, mais également dans l'estomac et dans les intestins. Par conséquent, il faut toujours ajouter une autre molécule. On appelle ça carbidopa, mais il y a un autre aussi, ça s'appelle benzérazide, qui se trouve dans le Prolopa. Ces produits-là vont empêcher la dégradation de levodopa dans le périphérie, dans le sang et dans les intestins, pour permettre que ça arrive au cerveau. Donc, on estime qu'il y a probablement peut-être moins que 5% de le pilule que vous prenez que ça arrive au cerveau. Oui, mais c'est assez suffisant pour améliorer les symptômes. Dans les années 60, quand on a découvert le levodopa, on les donnait sans ces inhibiteurs-là, puis les patients vont présenter beaucoup de nausées. Si vous voyez le film, il y a un film, c'est The Awakening, vous allez voir que tous les patients qui prenaient ces produits-là vont avoir beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements, mais quand on l'ajoute avec ces molécules-là, on empêche ça un peu. La majorité de nos patients, même avec la formulation qu'on a actuellement, peuvent avoir un peu de nausées. C'est pour ça qu'on le dit, prenez ça avec la nourriture. De temps en temps, on peut ajouter d'autres molécules pour prévenir un peu le nausée. On appelle ça domperidone. On est chanceux aussi au Canada, on l'a. Aux États-Unis, ils ne l'ont pas. Donc, c'est un produit qui peut aider un peu, éviter un peu le problème de l'estomac et de nausée avec ça. Donc, je dirais que le traitement standard jusqu'à nos jours demeure le levodopa. Dans les années 90 aussi, on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques. Donc, il y a deux principaux qu'on a actuellement sur le marché canadien, c'est le Mirapex puis le Ropinirole. Je dirais qu'on le prescrit un peu de moins en moins parce qu'avec les reculs qu'on a maintenant, presque plus qu'une vingtaine d'années maintenant, avec ces molécules-là, on a l'impression qu'ils ont des effets secondaires un peu plus spécifiques. Donc, ils produisent un peu plus de somnolence, puis ils ont ce qu'on appelle le comportement compulsif, là, quand on va revenir un peu plus tard. Il y a bien sûr d'autres molécules que vous voyez ici. Donc, ça, c'est des médicaments qui étaient mis initialement sur le marché, puis étaient retirés. Le Permax, il y a le bromocriptine qu'on n'utilise pas chez le Parkinson. Il y a bien sûr l'arrivée sur le marché depuis quelques années, il était depuis plusieurs années en Europe, mais depuis quelques années aussi au Canada, on appelle ça le rotigotine. C'est un patch. Donc, les gens qui préfèrent ne pas prendre de pilules, ils peuvent prendre un patch. Donc, mais ça reste quand même un agoniste dopaminergique, mais c'est une voie que certains de nos patients préfèrent. Et également sur les autres pilules qui sont beaucoup plus utilisées dans le Parkinson, surtout pour traiter, je dirais, les fluctuations motrices. Ici, là, on a ce qu'on appelle l'Azilect, trazagéline. Ça, c'est un médicament que vous allez probablement, les gens qui, soit au début de la maladie ou quand la maladie progresse, puis que la durée de la réponse devient plus courte, on peut ajouter pour prolonger un peu la durée de la réponse à ces pilules-là. Puis, le dernier que j'ai mis ici, c'est un nouveau médicament qui vient juste probablement être approuvé par Santé Canada. C'est pour les gens qui vont avoir des fluctuations motrices sévères ou qui vont avoir ce qu'on appelle du freezing ou bien du blocage. C'est un stylo, puis on peut prendre des injections. Puis, ça peut nous aider à avoir une action un peu plus rapide. Donc, ça prend à peu près une dizaine, quinzaine de minutes pour agir. Puis, ça peut produire un bon effet sur 1 heure environ. Donc, tous ces médicaments-là agissent au niveau du cerveau, la majorité. Donc, vous voyez très bien que c'est les médicaments qu'on utilise pour
bloquer la dégradation dans l'intestin où le sang ne traverse pas la barrière du cerveau, mais la majorité des médicaments qu'on vient de dire agissent effectivement au cerveau. Comme je dirais tantôt, le levodopa, la médication principale, quand elle arrive au cerveau, va être prise par les neurones dopaminergiques qui restent et ça va synthétiser la dopamine puis va la libérer. Maintenant, y a-t-il une option mieux que d'autres? Donc, quand on voit les guidelines canadiens qui étaient publiés en 2013-2014, les trois médicaments qu'on vient de dire, c'est-à-dire le levodopa, les agonistes dopaminergiques ou bien l'Azilec, sont tous classés de niveau A. Niveau A, ça veut dire qu'on a assez d'évidence pour ces médicaments-là qu'on peut le prescrire presque de façon similaire au début de la maladie de Parkinson. Donc, on a le choix de choisir parmi ces trois choix-là. Je dirais que de plus en plus, surtout dans les dernières années, on revient à la caisse de départ, puis maintenant, on prescrit de plus en plus le levocarb comme on faisait avant. Les patchs, bien sûr, on vient de parler, donc ça vient à différentes concentrations. Donc, on voit, on a des timbres de 2 mg, 4, 6 et 8. Puis ça, c'est, le patient peut utiliser initialement un timbre, puis après, il peut augmenter la dose. Puis quand la dose arrive, par exemple, à 8 mg, puis ce n'est pas assez, on peut toujours utiliser 2 timbres, puis on peut combiner la 6, 4 ou 6, 2 et ainsi de suite. La question qui revient toujours quand on parle de traitement de la maladie de Parkinson avec le traitement qu'on vient de parler, c'est qu'y a-t-il un moment précis après le diagnostic que nos patients devront obligatoirement être traités ou pas? On se fie souvent aux patients puis au fonctionnement global du patient. Donc, moi, je dis toujours à mes patients, si votre maladie est très légère, puis vous êtes capable de fonctionner, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez dans les activités de tous les jours, puis vous n'avez aucun handicap, vous pouvez toujours attendre quelques mois avant de commencer. Ça, c'est le traitement médical. Le traitement non médical, comme l'exercice physique, il faut mieux l'entamer dès le départ, donc faire la physiothérapie, puis l'exercice physique, ça, on l'encourage dès le départ. Le traitement médical, par contre, c'est comme le patient vient me dire, écoute, je pense que je suis beaucoup plus ralenti, je ne suis pas capable de faire mes exercices, je ne suis pas capable de fonctionner comme avant. Là, probablement, c'est le moment idéal pour commencer un traitement. Nos patients pensent que le traitement va être moins efficace si on le commence plus tôt. Puis ça, c'est un mythe, ce n'est pas aussi vrai que ça. La maladie progresse, on va avoir des symptômes différents qui ne réagissent pas au traitement. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd l'efficacité du traitement. Le traitement va toujours rester efficace, il va bien sûr avoir les effets secondaires, mais le traitement en soi est toujours efficace. La maladie, quand elle progresse, puis qu'on commence à avoir un problème d'équilibre, le pilule n'améliorera pas les problèmes d'équilibre. Donc, on a l'impression que la médication n'est pas efficace, mais en réalité, elle est toujours efficace sur les symptômes. Donc, il n'y a pas, je dirais, d'heure juste de commencer, mais la majorité de nos patients, étant donné que la maladie progresse un peu plus rapidement dans les 5 premières années, là, je dirais que la majorité des patients vont commencer un traitement au bout de 1 ou 2 ans, voire 3 ans. La tendance qu'on avait à l'époque, c'est de prescrire les agonistes, et la raison était simple. C'est que, étant donné qu'on a beaucoup plus de recul avec le levocarb, on a vu que certains de nos patients vont développer des fluctuations, c'est-à-dire surtout des dyskinésies. Okay? Puis, on avait toujours lié dans notre cerveau la façon avec laquelle on pensait que si on prenait le levocarb, on va avoir des dyskinésies. Donc, si on peut éviter ça avec les agonistes, on prescrit les agonistes. Donc, la tendance était forte de prescrire les agonistes dans les années 90, puis au début des années 2000. Après une dizaine ou quinzaine d'années qu'on a eu beaucoup d'expérience avec les agonistes, là, on a dit, on s'est trouvé que les agonistes ont beaucoup d'effets secondaires propres à eux aussi, donc ça augmente l'hypersomnolence ou même ce qu'on appelle les sleep attacks, et également le problème des jeux pathologiques, l'hypersexualité, les achats
exagérés, compulsifs, sont tous des effets secondaires qui peuvent être vus plus avec les agonistes. Donc maintenant, on a redevenu de nouveau à dire, regarde, vous avez le choix, choisissez quel type d'effet secondaire. Donc, puis je dirais que la majorité de nos collègues actuellement, à travers, au moins en Amérique du Nord, ont represcrit un peu plus probablement le levocarb actuellement que les agonistes dopaminergiques. Chose par contre à garder en tête que l'âge est un élément clé dans la décision. On parle à peu près de 70-75 ans. Ils ont un peu plus de risques d'avoir des hallucinations. Ils ont un peu plus de risques d'avoir des effets cognitifs, la mémoire et autres. On préfère dans ce cas-là éviter les agonistes parce que ça donne un peu plus ce genre d'effets secondaires. Si jamais un patient commence également à avoir des dyskinésies, on va probablement baisser la dose de levocarb, puis probablement ajouter un agoniste parce qu'on a l'impression qu'il donne peut-être un peu moins de dyskinésie. Donc, c'est des choses que vous devrez garder en tête quand vous voyez vos profils pharmacologiques. Vous dites, comment ça se fait? Moi, j'ai ces 3 médicaments-là. Mais en réalité, là, c'est parce que ta maladie a évolué, puis les choix ont été faits en sorte pour minimiser un peu les effets secondaires. Parlons des effets secondaires. Donc ici, là, on a ce qu'on appelle les effets secondaires, on vient juste de parler. On va récapituler ici. Donc, on a ce qu'on appelle les complications motrices. Donc, on appelle ça détérioration de la fin de la dose, ou le phénomène on-off, ou les démarches bloquées. Quand la maladie progresse, par contre, la durée de l'effet avec une pilule-là, n'importe lesquelles d'ailleurs, donc au lieu de rester 6 heures ou 7 heures, ça va devenir 5 heures, 4 heures, 3 heures. Donc, on appelle ça de fluctuation motrice. Donc, la réponse n'est pas aussi bonne qu'avant, surtout beaucoup plus court. Puis, de temps en temps, on perd même l'effet. Donc, de temps en temps, on prend une pilule, puis ça ne donne rien. Donc, ça, on appelle ça de fluctuation motrice. Le problème aussi, que j'ai une vidéo à ça aussi, c'est les dyskinésies. Les dyskinésies, c'est des mouvements involontaires qui sont forcément liés au traitement. Donc, si on ne traite pas un patient parkinsonien, il ne va pas en avoir. C'est sûr que sa qualité de vie va être très réduite, puis il ne va être pas fonctionnel pendant tout. Mais si jamais on le traite pendant 5 ans, 10 ans, plus que 50% des patients vont avoir des mouvements involontaires, on appelle ça dyskinésie, qui sont liés forcément aux pilules. Parce que si tu prends de la pilule, tu vas les avoir. Quand l'effet disparaît, on les a pas. Okay? Donc ça, c'est des complications que je dirais qu'on devrait accepter quand on accepte d'être traité pour la maladie de Parkinson. On a parlé des agonistes. Les agonistes, donc les troubles de comportement compulsif, les anglo-saxons ils appellent ça ICDs, donc c'est l'achat excessif, surtout chez les femmes, mais on ne sait pas pourquoi. Les hommes vont aller au casino un peu plus, les femmes vont acheter un peu plus. Donc on appelle ça aussi la gourmandise, l'hypersexualité. Donc les hommes ont tendance à avoir plus de gambling, puis de jeux pathologiques. Les femmes vont avoir un peu plus de achat excessif, puis un peu de gourmandise. Ce n'est pas des effets secondaires propres aux agonistes, mais ça peut aussi se voir avec les cinémètres, mais beaucoup moins dans ce cas-là. Ça, c'est juste un schéma pour indiquer la même chose. Donc, la fluctuation motrice, un patient qui est hautement fonctionnel devient non fonctionnel parce qu'il ralentit. Les dyskinésies apparaissent souvent ce qu'on appelle dans la pic de la dose, c'est-à-dire au sommet de la dose, ou ça peut aussi aboutir au début puis à la fin. De temps en temps, pas de réponse du tout, ou de temps en temps, on a aussi des effets secondaires comme les hallucinations. Si on veut quantifier un peu les chances ou la malchance d'avoir ces effets secondaires-là, on parle à peu près de 10% par année. Donc, 10% des patients traités par année vont développer ces effets-là. Donc, si on traite quelqu'un pendant une dizaine d'années, théoriquement, il devrait avoir des fluctuations motrices et des dyskinésies, mais on a vu certains de nos patients qui sont chanceux, qui ne développent pas, même si on les traite pendant plusieurs années avec ces médicaments. On veut traiter nos patients de façon optimale. On ne veut pas les traiter de façon excessive, c'est-à-dire les donner beaucoup plus qu'il faut pour ne pas produire les effets secondaires, mais on ne veut pas les sous-traiter non pas. Donc, on ne veut pas créer une phobie de dire « Ah, si vous êtes traité, vous allez avoir ça ou ça ». Non. Moi, je dis toujours à mes patients, c'est votre qualité de vie qui prime. Vous avez besoin d'un traitement maintenant. Il vaut mieux que je vous traite. Mais on a toujours en tête de garder les doses
le plus optimal possible. C'est pour ça qu'on vous voit assez fréquemment. Moi, je vois mes patients tous les 4 à 6 mois. C'est pour effectivement ajuster un peu les doses de ces pilules-là, puis maintenir une dose relativement optimale. J'ai vu dans la pratique de mes collègues, puis on le voit aussi dans les congrès quand on va, il y a certains patients qui vont être traités avec des doses un peu plus élevées, malheureusement, puis ils arrivent rapidement, au bout de 2-3 ans, avec des dyskinésies importantes. Moi, je dis toujours à mes patients, puis à mes collègues, quand on présente, puis on discute, il faut toujours utiliser la dose optimale. Puis on demande toujours à nos patients, si tu prends une pilule versus une pilule et demie versus 2 pilules, est-ce que tu vois une différence? Si le patient te dit, je ne vois pas de différence, pourquoi tu prends 2? Donc, tu peux prendre juste 1. Si ton seuil, par contre, mérite 2, il faut prendre 2. Si tu prends 1, puis ça ne fonctionne pas, il faut augmenter la dose jusqu'à ce que tu trouves un peu ce qu'on appelle le seuil. Chaque patient va être unique. Chaque patient, il y a certains qui vont répondre à une pilule, il y a d'autres à une pilule et demie, puis 2, puis même plus que ça. Donc, c'est important pour nous, comme médecins, de vous conseiller d'essayer de planifier, puis vérifier quelle est la dose la meilleure pour vous autres. Donc, quels sont les symptômes maintenant qui ne répondent pas ou répondent beaucoup moins au traitement de Parkinson? Comme vous voyez ici, donc, il y a beaucoup de symptômes moteurs comme l'instabilité, le trouble de la démarche, le trouble de l'élocution. Ça, malheureusement, les pilules qu'on prend pour le Parkinson, ça ne nous aide pas avec ça. Si on parle au problème, psychiatrique, incluant la dépression, la dopamine comme telle, ça n'améliore pas. Peut-être les agonistes améliorent un peu, mais pas le levocarb. Donc, il faut traiter avec d'autres pilules, comme les antidépresseurs. Ça. Les symptômes de potentiation, constipation, troubles sexuels, problèmes urinaires, l'hypersudation sont tous des symptômes réels chez nos patients, mais les pilules qui améliorent la mobilité, ça n'affecte pas ça. Donc, il faut aller trouver d'autres stratégies pour vous aider avec ça. La majorité de nos patients vont avoir aussi de la douleur, problème d'engourdissement, un peu mais le pilule ne marche pas. Donc, il faut trouver d'autres stratégies pour aider ça, incluant aussi, bien sûr, le trouble du sommeil. Donc, ça, j'ai mis ici, c'est une slide un peu plus chargée, mais j'ai mis ici quelques stratégies de traitement. Donc, pour les dyskinésies, souvent, on utilise un médicament qui s'appelle la mantadine. Il y a probablement certains de vous qui ont utilisé cette médication-là. Pour les fluctuations motrices, on utilise plusieurs stratégies. Donc, on donne la médication beaucoup plus fréquente, ou bien on peut ajouter des médicaments, comme on a dit tantôt, la Zilect, par exemple, mais aussi on peut ajouter le Comptin ou l'Entocapone. C'est des médicaments qui vont prolonger un peu la durée d'effet des médicaments. Ou bien sûr, on peut considérer dans les cas un peu plus avancés la chirurgie qu'on va venir tantôt. Pour le problème non moteur, c'est-à-dire la dépression ou la démence, ou les hallucinations, ou le problème urinaire, ou le problème de sommeil, chacun de ces symptômes-là, on peut aller chercher des molécules un peu plus spécifiques pour vous aider avec ça. Ça, c'est le médicament qu'on vient de parler tantôt, les stylos d'apomorphine pour le blocage. Donc, ça, c'est les résultats. Donc, ça, c'est un patient qui a pris ça, c'est l'échelle du temps ici. Puis ça, c'est un patient qui a pris l'injection ici. Vous voyez très bien, dans 10 à 15 minutes, on peut avoir une réponse. Puis la réponse va durer au moins 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est l'autre médicament pour prolonger un peu l'effet aussi. Ça s'appelle safenamide. Ça vient aussi d'arriver sur le marché. Ça nous amène rapidement au traitement chirurgical. Donc, quand la maladie de Parkinson traitée par les médicaments n'est pas bien contrôlée, on passe à la chirurgie. On a 2 options. Donc, soit ce qu'on appelle la deep brain stimulation, ou bien la stimulation cérébrale profonde, c'est mettre des électrodes avec des pacemakers. Ou on a ce qu'on appelle la duodopa, c'est mettre une pompe avec un gel qui contient la médication, puis il faut l'insérer avec un tube dans les intestins. OK? Ça, c'est la première procédure. Donc, vous voyez très bien ici les électrodes dans le cerveau de façon très profonde. Puis, vous voyez le pacemaker ici au niveau du thorax. Puis ça, vous voyez ici la chirurgie. Donc, on met des tubes dans les intestins avec une pompe qu'on peut mettre le médicament dedans puis administrer la médication de façon plus continue.
Je dirais que les deux bénéfices importants, c'est que les patients qui vont avoir des fluctuations motrices ça s'améliore avec la chirurgie ou la diodopa. Et les patients qui vont avoir beaucoup de dyskinésie aussi, que ce soit la chirurgie ou diodopa, va les réduire. Donc, on va augmenter le temps que le patient est on sans avoir des effets secondaires. On parlait de neuroprotection, puis qu'on n'a pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont essayé plusieurs médicaments pour voir est-ce qu'on peut donner une cure. On n'est pas été capable à date, mais il y a beaucoup de recherches qui continuent. C'est important pour vous de garder en tête aujourd'hui, dans ce congrès-là, que l'exercice physique est la meilleure chose qu'on a en 2019 pour probablement ralentir la progression de la maladie.